La genèse de l'Apocalypse, premier jour. À la fin, Dieu étant las de sa création, il décida de tout dévaster. Au premier jour, Dieu fit naître la souffrance dans la chair des hommes et ouvrit la porte aux ténèbres. Penché au-dessus de l'abîme, il comprit que c'était là que tout s'arrêtait pour lui. Il n'avait nulle part où aller désormais. Au loin, il entend les cris de ses amis. Il les connaissait depuis sa plus tendre enfance, mais ça n'avait plus d'importance maintenant. Aucun ne survivrait. Depuis quelques jours aux infos, on n'entendait parler que de ça. Des gens mouraient partout dans le monde d'une infection étrange. Devant le journal de 20 heures, Henri se moquait de tous les gens qui se précipitaient dans les supermarchés pour faire leurs provisions. Le monde rentrait dans un état de panique alors jamais vu. Chaque jour, les dirigeants de tous les pays faisaient des allocutions vides de sens pour rassurer les populations. Tout cela n'inquiétait pas vraiment Henry Hammer. Cette épidémie n'était à ses yeux que le nouveau sujet à la mode des médias. D'ici quelques semaines, on n'entendrait plus parler de toute cette histoire, et un nouveau sujet sensationnel prendrait sa place. Non, cet événement ne l'inquiétait vraiment pas. Il avait décidé avec plusieurs de ses proches amis de se rassembler dans sa vieille maison de campagne. Là-bas, ils pourront tous ensemble rire des événements à venir sans se soucier de l'hystérie générale qui s'était emparée des grandes villes. C'est ainsi que Henri se mit à faire ses bagages et quitta son petit appartement parisien. Il devait se dépêcher pour arriver avant tout le monde et préparer la maison pour les accueillir. Plusieurs heures de route le menèrent à cette petite départementale isolée que plus personne n'empruntait désormais. Plus il s'approchait de son but, plus les souvenirs lui remontaient. À la prochaine intersection, il tournerait à droite, et plus loin une petite route en terre se présenterait sur sa gauche. Alors, il serait presque arrivé. Enfant, il avait passé de nombreux étés dans cette maison avec ses amis Gaëtan, Gabriel, Émilie et Fabien. Avec eux, il avait vécu ses plus belles aventures, à découvrir toutes les cachettes et les recoins de cette campagne isolée. Et durant son adolescence, c'est aussi ici qu'il avait fumé ses premières cigarettes. Enfin, il arriva en vue de sa vieille maison. Il n'y était pas retourné depuis plusieurs années, et face à cette vision du passé, un sentiment de nostalgie presque douloureux s'empara de lui. C'était une grande maison, entourée d'une forêt, traversée par un petit ruisseau, qui vous berçait durant ces longues journées d'été, où le soleil et la chaleur vous font somnoler. Un véritable petit coin de paradis pour Henri. En sortant de sa voiture, il fit quelques pas pour se dégourdir les jambes, et respira un bon bol d'air frais. Dans ce lieu isolé, loin de toute l'agitation permanente de la ville, on avait le sentiment que le temps s'arrêtait. Il s'approcha de la porte d'entrée, et avant de tourner les clés dans la serrure, il prit une grande inspiration, comme il allait replonger directement dans son passé. Dans le vestibule, on trouvait un porte-manteau à côté d'une commode en bois surmontée d'un grand miroir. Henri se souvenait lorsque son grand-père avait fait ce meuble de ses propres mains. Il avait alors essayé de l'aider, mais était bien trop jeune, et avait fini par se blesser. Il avait dû passer une journée aux urgences pour une coupure dont il garde encore aujourd'hui une cicatrice à la main droite. Il secoua la tête pour chasser ses souvenirs et se concentrer sur ce pourquoi il était là. Il se dirigea vers la cuisine où une petite porte donnait sur une pièce dans laquelle se trouvait le compteur électrique. Il remit l'électricité en marche et décida d'aller ouvrir tous les volets et toutes les fenêtres des nombreuses pièces de la maison. Il fallait tout nettoyer, préparer les chambres et faire du petit bois pour utiliser la cheminée. Tout cela allait lui prendre le reste de la journée et une bonne partie de la matinée du lendemain. De toute façon, ses invités n'arriveraient que demain, en fin d'après-midi. Cela lui laisserait suffisamment de temps.
Dans les ténèbres de la nuit, des ombres se rapprochent. Elles grandissent et paraissent dévorer tout ce qu'elles touchent. Où elles passent, seule l'obscurité règne et le silence. Le lendemain, le soleil brillait déjà haut dans le ciel quand Henri arrêta son travail. Il avait accompli toutes les tâches nécessaires à l'accueil de ses amis. C'est ainsi qu'il décida qu'il était temps de se reposer en savourant une bonne bière bien fraîche et en écoutant le chant des oiseaux sur la terrasse. Il avait toujours eu cette fascination pour les petits animaux qui grouillaient partout autour de la maison. Enfant, il pouvait observer les oiseaux pendant des heures. C'est d'ailleurs pour cette raison que son grand-père avait construit une mangeoire près de la terrasse. Comme cela, il était aisé de les observer si on était suffisamment discret. Pendant plusieurs minutes, Henri attendit les oiseaux en sirotant sa bière et en profitant de cette douce chaleur printanière. Un léger vent agitait les feuilles des arbres alentours et faisait résonner le carillon accroché devant la porte. Il fit frissonner Henri, commença à se sentir mal à l'aise, tant le silence environnant devenait pesant. En effet, aucun oiseau n'était venu, et aucun des bruits habituels ne se faisait entendre. Il n'y avait que le vent, et ce lourd silence de la nature, presque déroutant. C'est alors qu'il entendit le son d'un moteur. L'un de ses amis devait être déjà arrivé. Il se leva et marcha vers l'avant de la maison pour l'accueillir. C'était Gaëtan. Il était venu avec sa femme. Quel était son nom déjà? Nadia? Natacha peut-être. Il ne se souvenait plus, il n'avait jamais pu la supporter de toute façon. Gaëtan était un grand gaillard aujourd'hui bedonnant qui arborait une petite moustache et qui essayait tant bien que mal de cacher une calvitie naissante avec une poignée de cheveux rabattus sur le côté. Sa femme était élancée et encore plutôt jolie, mais comme à son habitude, elle grimaçait déjà en sortant de la voiture. « T'as pris un sacré coup de vieux et presque autant de bite que moi, Henri. Comment tu vas? T'en fais une sale tête !» s'exclama Gaëtan en sortant de la voiture. Toujours autant de tact. « Je suis aussi content de te voir, répondit simplement Henri. J'ai préparé la maison pour votre arrivée. Allez, viens que je t'aide à rentrer tes affaires. J'espère que tu as ramené de la boisson. » Ils se donnèrent l'accolade. « Évidemment, pour qui tu me prends ?» Après ces courtes salutations, ils se mirent à rentrer les affaires. Gaëtan retrouva la chambre qu'il avait toujours pu occuper durant ses séjours ici. Ils se mirent à bavarder du bon vieux temps et de leurs souvenirs d'enfance tout en rangeant leurs affaires. Ils ne s'étaient pas vus depuis un très long moment, l'un vivant à Paris et l'autre à Genève. Quelques dizaines de minutes plus tard, Gabriel et Fabien arrivèrent ensemble. Tous deux habitaient à Chartres et étaient restés très proches toutes ces années. Gabriel avait une de ces voitures qu'a toute bonne famille, où il y a la place pour mettre 5 enfants et un chien à l'arrière. Quant à Fabien, c'était un éternel célibataire. Il allait souvent voir la petite famille de Gabriel et était vite devenu le tonton favori de Jules et Charlotte, les 2 enfants de ce dernier. C'est donc toute une troupe qui s'installa dans la vieille maison de campagne. Il ne manquait alors plus que Émilie. Émilie avait toujours été l'électron libre du groupe d'amis. Adolescente, c'était certainement elle la plus courageuse des 4. Elle était toujours prête à se lancer dans de nouvelles expériences et à partir à l'aventure. Aux dernières nouvelles, elle avait fait un voyage à travers toute l'Europe. Elle aurait alors beaucoup de choses à leur raconter. Ce n'est qu'en début de soirée que cette dernière arriva. Une pointe d'étonnement traversa l'esprit de Henri quand il la vit. En effet, elle avait les traits du visage tirés et avait l'air très fatiguée. Devant son expression étonnée, Émilie le rassura en lui disant que ce n'était que la fatigue du voyage. Elle avait dû se perdre 3 à 4 fois avant de retrouver le bon chemin. Cela faisait si longtemps qu'ils n'étaient pas venus tous ensemble ici. Avec Émilie, les véritables retrouvailles allaient enfin pouvoir commencer. Une longue soirée animée débuta. Ils ne s'étaient plus rassemblés comme cela depuis si longtemps qu'une grande euphorie s'empara rapidement de toute la troupe. Très vite, on arrêta de faire le compte des bouteilles. Les enfants riaient aux blagues parfois trop explicites de Fabien, qui ignorait les regards noirs que pouvait lui lancer Martine, la femme de Gabriel. Quant à ce dernier, il était déjà lui-même bien trop saoul pour réprimander son ami sur la conduite à tenir devant les enfants. Émilie passa un long moment à raconter ses différents voyages à Henri, qui ne voyageait jamais. Il prit alors un véritable plaisir à la suivre à travers tous ses récits. Pendant un moment, les discussions dérivèrent sur cette épidémie qui atteignait déjà plusieurs pays. Chacun y allait de son avis, de ses suppositions sur sa provenance et de son danger potentiel. Tous conclurent que cette épidémie n'était certainement pas la fin du monde, comme on pouvait l'entendre dans certains médias,
Et puis il n'allait tout de même pas s'empêcher de vivre. Ils trinquèrent donc tous ensemble, à la fin du monde et à l'apocalypse. Et ainsi, ils continuèrent tous à fêter leur retrouvaille si joyeuse. Rire, boire et manger avec les personnes que l'on aime, c'est peut-être cela qui nous rapproche du bonheur, se dit Henri. Il remarqua alors que Émilie, bien que souriante, avait encore cet air si fatigué. En fait, à bien la regarder, elle n'avait pas simplement l'air fatiguée, c'était peut-être plus proche de l'épuisement. Il se leva donc pour la rejoindre sur le banc, près de la fenêtre. « Alors, comment tu vas ?» Elle se tourna vers lui et lui sourit. « Tout va bien, t'inquiète. Je me sens simplement fatigué après cette longue route pour venir jusqu'ici. » Maintenant qu'il était à ses côtés, Henri remarqua qu'elle tremblait légèrement. « Tu devrais peut-être quand même te coucher, tu n'as vraiment pas l'air en forme. Et puis il y aura d'autres soirs pour faire la fête. Ta chambre est prête. »« Tu as sans doute raison. Je ne tiens presque plus debout, lui concéda-t-elle. Je serai plus en forme pour la prochaine fois, promis. » Sans plus tarder, elle salua le reste de la compagnie et retrouva la chambre qu'elle connaissait déjà si bien pour y avoir séjourné un bon nombre de fois. Ce soir-là, elle fut la première à fermer les yeux en cette nuit de retrouvailles. Cette nuit-là, des ombres entouraient un halo de lumière et de vie. Des rires déchiraient le silence des ténèbres environnants. Mais toujours, les ombres se rapprochaient. Le lendemain, le réveil fut difficile pour tout le monde. En ouvrant les yeux, Henri sentit une nausée qu'il n'avait plus connue depuis ses 20 ans. Des tambours cognaient et martelaient dans toute sa tête. Il se leva au prix d'un effort qui lui parut surhumain. Le monde tanguait autour de lui lorsqu'il tituba jusqu'au corridor. Sa chambre était au premier étage. C'est là que se situaient la plupart des autres chambres. Et c'est avec peine qu'il se dirigea vers les vieux escaliers grinçants. Dans la cuisine se trouvait déjà Nadia. Il se souvenait au moins de son prénom, maintenant. Il la salua d'un simple geste de la tête et alla se servir un café. Nadia était dans un bien meilleur état que lui. Évidemment, elle n'avait pas abusé de la boisson comme lui, ou comme son mari, qui d'ailleurs n'avait pas encore réussi à sortir du lit. Elle le dévisagea avec une expression moqueuse, en buvant son thé. Il lui envoya un regard de reproche, puis lui sourit. Ils entamèrent alors une discussion sans grand intérêt, tous deux n'ayant jamais vraiment eu d'atome crochu. Les autres occupants de la maison arrivèrent un à un, tous dans un état proche de celui de Henri. Tous, sauf Émilie. Elle n'était pas sortie de sa chambre toute la matinée. L'inquiétude à son sujet se fit doucement ressentir dans le petit groupe. Fabien proposa de laisser Émilie dormir encore un peu. Et d'ici cet après-midi, si elle ne se montrait toujours pas, quelqu'un irait voir si tout allait bien pour elle. Il était déjà presque midi. Martine, qui était debout depuis presque aussi longtemps que Nadia, décida d'aller réveiller les enfants. Ils partageaient tous deux une chambre au premier étage. Quelques minutes plus tard, Martine redescendit les escaliers dans un vacarme de grincement. Son visage tendu par l'angoisse, elle annonça que les enfants n'étaient pas dans leur chambre. Rassurant, Gaëtan suggéra qu'ils avaient dû prendre l'air. Ce lieu était tout nouveau pour eux. Ils étaient sûrement sortis sans que personne ne s'en rende compte, voilà tout. Cela ne diminua pas les inquiétudes de Martine. Dans cette campagne isolée, des enfants aussi jeunes pourraient se perdre n'importe où. Elle sortit en trombe de la maison, et ne sachant pas par où commencer ses recherches, elle fit le tour de la maison. Et dehors, personne. Tout était calme. Il n'y avait pas un bruit, hormis celui du carillon agité par un léger vent frais. L'angoisse fit rapidement place à l'agacement. Gabriel, son mari, ne pouvait-il pas l'aider ? Elle rentra dans la maison, traversa les pièces et le trouva assis autour d'une table avec ses amis et sirotant une nouvelle bière. Ce n'était plus de l'agacement qu'elle ressentait désormais, mais de la colère. Une dispute éclata. Il fallut que leurs amis interviennent pour que le trouble cesse. Ils se mirent tous d'accord pour chercher Jules et Charlotte ensemble. Ils commencèrent tous par fouiller la maison de fond en comble. Mais rien. Les enfants n'étaient visiblement pas là. Ils s'organisèrent donc en groupe de 2 pour chercher les enfants dehors. La maison était entourée d'une épaisse forêt, et peu de chemins la parcouraient. Il était difficile de traverser certaines zones pour un adulte,
là où un enfant aurait pu se faufiler sans mal. Les recherches furent donc difficiles et malheureusement infructueuses. En fin d'après-midi, Martine et Gabriel, qui étaient encore au plus profond de la forêt, entendirent des cris au loin, des voix d'enfants. Leur cœur palpitant, ils se précipitèrent dans la direction d'où provenaient les cris. Alors ils entendirent distinctement les voix. C'étaient celles de Charlotte et Jules. Les cris continuèrent. « Papa, maman !» Mais ils ne semblaient pas se rapprocher. Pourtant, il semblait que cela faisait déjà plusieurs minutes que Martine et Gabriel couraient dans la forêt. Épuisés, ils ralentirent pour reprendre leur souffle. Leurs visages et leurs membres étaient couverts de petites écorchures, dues aux branches qui s'étaient malheureusement trouvées sur leur chemin durant leur folle traversée des bois. Et toujours les cris de Jules et Charlotte qui les appelaient au loin. Ils se mirent à courir, les cris devenant de plus en plus pressants. Alors ils arrivèrent dans une clairière, au milieu de la forêt. Des bruits de pas et de branches qui cassent se firent entendre à l'autre bout de la clairière. Soudain, 2 personnes surgirent des fourrés. C'étaient Henri et Fabien. Ils avaient l'air épuisés, eux aussi avaient couru. Presque au même instant, ce fut Gaëtan et Nadia qui surgirent d'un autre côté, également en sueur. Tous avaient entendu les mêmes cris d'enfants et avaient accouru vers ces derniers. Mais les cris avaient cessé maintenant, et il n'y avait pas de traces de Jules ou de Charlotte ici. Maintenant, il n'y avait plus aucun bruit dans la forêt, que le murmure du vent dans les feuillages, et le ciel qui s'assombrissait. Soudain au loin, les cris « Maman, papa !» Tous se retournèrent. Les cris avaient l'air si distants. Ils se mirent en marche dans la direction d'où ils provenaient, et bientôt, ils arrivèrent devant la vieille maison. « Maman, papa !» Encore les cris. Ils provenaient de la maison. Martine, Gabriel, Henri, Fabien, Gaëtan et Nadia se précipitèrent à l'intérieur. Ils traversèrent le corridor, arrivèrent dans le salon, ne trouvèrent personne. « Maman, papa !» Toujours ces cris. Cette fois, ils en étaient sûrs, cela provenait de l'étage. Ils s'y dirigèrent et se retrouvèrent dans le long couloir qui donnait accès à la plupart des chambres de la maison. « Maman, papa !» Les cris sont tout proches cette fois. Soudain, des coups firent trembler la porte de l'une des chambres. « Maman, papa !» Les cris provenaient de derrière la porte de la chambre d'Émilie. La porte trembla sous les coups. « Maman, papa !» Les cris étaient juste derrière. Gabriel ouvrit la porte, et ce qu'il vit dans la pièce le pétrifia d'horreur. Dans la nuit, les ombres recouvraient la vieille demeure. Les ténèbres nappaient le monde de leur noirceur, et seuls des cris de terreur déchiraient ce voile de silence. On ne pouvait que deviner les contours du lit au centre de la pièce, tant il y faisait sombre. Gabriel fit un premier pas. Le sol était glissant. Une odeur pestilentielle émanait de ce lieu, une odeur qui vous écœure et vous prend aux tripes. D'une main tremblante, il chercha l'interrupteur. La lumière n'éclaira la pièce que quelques secondes, et en un éclair se dissipa. L'électricité s'était coupée. Le bref instant de clarté avait suffi pour dévoiler une scène d'horreur. Terrifié, Gabriel resta immobile, incapable du moindre mouvement. Soudain, la porte claqua derrière lui, le séparant du reste du groupe. Il était seul maintenant. Autour de lui, un silence angoissant l'enveloppait. Il sentit des mains lui agripper les membres. Il voulut pousser un cri, mais l'une d'elles lui couvrit la bouche. Et près de son oreille, il entendit encore une dernière fois « Papa, maman !» Henri et les autres tentèrent pendant un long moment d'ouvrir la porte. Fabien tenta de l'enfoncer, mais rien n'y faisait, elle ne s'ouvrait pas. Ils avaient tous eu le temps d'apercevoir la scène terrifiante qui avait pétrifié Gabriel. En pleurs, Martine frappait de ses poings cette maudite porte qui refusait de s'ouvrir. Les autres étaient tous aussi terrifiés et abattus qu'elle. Que venait-il de se passer ? Il était impossible de donner du sens à ce qu'ils venaient de voir. C'était un cauchemar. Ils allaient tous se réveiller dans un instant. « Il faut remettre le courant, dit alors Henri. Je vais descendre et je pourrai chercher des outils dans la cave.
Il doit y avoir une hache ou quelque chose pour défoncer cette porte. Et il n'y a aucun foutu réseau ici, s'emporta Nadia qui essayait de joindre la police depuis quelques minutes. C'est perdu comme endroit, évidemment qu'il n'y a pas de réseau. Gaëtan avait les nerfs à vif, comme chacun d'entre eux en vérité. Fabien et Henri se dirigèrent vers les escaliers, quand soudain, ils entendirent un grincement, puis un second. Ce bruit leur était familier. C'était celui du vieil escalier. Tous deux se figèrent et se lancèrent un même regard terrifié. Les grincements continuèrent et se rapprochèrent. Un craquement se fit alors entendre juste au-dessus d'eux, à l'étage. La maison tout entière se mit à craquer et grincer, comme si de toutes parts venaient d'innombrables personnes. Derrière Henri et Fabien, un hurlement. C'était la voix de Martine. Ils firent demi-tour pour rejoindre leurs amis. Ils découvrirent Gaëtan et Nadia qui tambourinaient à la porte. Quelques minutes plus tôt, la porte s'était rouverte. Martine avait été emportée dans la chambre par une force invisible, sans que personne n'ait eu le temps d'intervenir. À nouveau, la porte était scellée. Rien ne semblait pouvoir l'ouvrir. De chaque côté du couloir, des bruits de pas se rapprochaient. Le sol grinçait à chacun de ces nouveaux pas. Les quatre amis se précipitèrent vers la porte d'une autre chambre, l'ouvrirent et se barricadèrent à l'intérieur. Tremblant de peur, Henri s'appuya contre le mur et se laissa glisser au sol. Ses mains étaient moites. Il sentait des sueurs froides couler le long de sa nuque. Une chaleur intense envahissait tout son corps, puis le quittait et revenait. Son souffle était court. Chaque inspiration devenait de plus en plus difficile. La porte s'ébranla soudainement sous les coups violents de quelque entité inconnue qui rôdait dans cette maison. Nadia et Gaëtan se serraient l'un à l'autre dans un coin de la pièce et n'osaient plus bouger. À leur côté, Fabien avait l'air tout aussi apeuré. Toute la nuit, ils restèrent dans cette pièce, sans oser bouger. Toute la nuit, ils entendirent les craquements et les grincements d'innombrables pas dans la vieille demeure. Et toute la nuit, la porte s'agitait sous les coups. Dans la nuit, le silence était brisé. Les ombres envahissaient chaque recoin de ce lieu isolé. Elles s'étendaient sur chaque surface et dévoraient tout ce qu'elles trouvaient. Henri se réveilla péniblement. Il était couché à même le sol contre le mur de la chambre. Il n'avait presque pas fermé l'œil de la nuit. Une nuit d'épouvante. Il ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. Les bruits avaient cessé au matin, et ce n'était qu'à ce moment qu'il avait enfin pu trouver le sommeil. Un sommeil agité de cauchemars. Nadia et Gaëtan s'étaient endormis dans les bras l'un de l'autre, dans le lit. Fabien, quant à lui, était déjà réveillé. Il avait l'air agité. Ses yeux allaient d'un coin à l'autre de la pièce, et son corps était secoué de tremblements. Henri se leva difficilement, son dos le faisant souffrir. Il se rapprocha de Fabien et lui demanda si tout allait bien, mais ce dernier ne répondit pas. Son regard semblait perdu. Ses yeux s'étaient tournés vers Henri, mais il ne paraissait pas le voir. Henri se rapprocha encore, lui posa une main sur l'épaule et l'autre sur le front. Fabien était brûlant et trempé de sueur. Il n'avait pas l'air de remarquer la présence d'Henri. Ce dernier décida de réveiller ses deux autres amis. La situation était bien trop préoccupante pour dormir maintenant. Ils décidèrent de mettre Fabien sur le lit et de le laisser se reposer. Ils ne pouvaient rien faire d'autre de toute façon. Ils sortirent de la chambre qui leur avait servi de refuge et s'aventurèrent dans le couloir. Dans la maison, tout paraissait si calme, comme si la nuit dernière n'avait été qu'un mauvais rêve. Aucun bruit ne venait perturber cette tranquillité retrouvée. Ils s'arrêtèrent tous les trois devant la porte de la chambre d'Émilie, cette pièce où le cauchemar avait commencé. Henri posa la main sur la poignée de la porte, et avant de la pousser, il croisa le regard de ses amis. Une grande inspiration, et il ouvrit la porte. Ils furent aveuglés quelques secondes par la lumière qui traversait la fenêtre grande ouverte, et un courant d'air les fit frissonner. La pièce était vide. Pas une seule trace de leurs amis. En fait, c'était comme si personne n'avait jamais mis les pieds dans cette pièce. Comme si tout ce qu'ils avaient pu voir la veille n'avait jamais eu lieu. L'incompréhension se peignait sur leur visage. Qu'avait-il bien pu se passer ? Pendant un moment, ils s'attelèrent à l'inspection de la pièce pour trouver ne serait-ce qu'une petite preuve que ce qu'ils avaient vécu était bien réel. Ils ne trouvèrent rien, comme si cette chambre n'avait pas été occupée depuis des années. Henri sentit des frissons lui parcourir tout le corps. Appuyé contre le lit, il resta sans bouger.
Un sifflement dans ses oreilles résonna et le sonna soudainement. Le monde tournait autour de lui et sa respiration devenait de plus en plus difficile. Il sentit une main sur son épaule et se retourna. C'était Gaëtan. Il vit les lèvres de son ami bouger, mais n'entendit aucun son en sortir, que ce sifflement dans sa tête. Sa vue se troubla encore, et tout à coup, il s'écroula. Quelques heures plus tard, Henri se réveilla dans un lit. À ses côtés, Fabien dormait d'un sommeil agité. Il chercha du regard Gaëtan et Nadia, mais ne les trouva pas. Sa tête tournait encore. Il entendait du bruit dehors et décida de se lever pour en chercher la provenance. Titubant jusqu'à la fenêtre, il s'appuya sur le rebord. Dehors, il vit Gaëtan et Nadia en train de ranger leurs affaires dans leur voiture. Sans plus tarder, il décida de les rejoindre. Marcher jusqu'aux escaliers fut long et difficile. Sa tête ne cessait de le torturer, comme si des centaines de tambours battaient en même temps. La journée était déjà bien avancée lorsque Henri arriva au pas de la porte. Quand Nadia le vit, elle se précipita vers lui pour le soutenir. Ils prirent quelques instants pour expliquer à Henri leur projet. Ils voulaient partir de ce lieu avant la nuit, emporter Fabien et lui à l'hôpital et prévenir la police dès qu'ils arriveraient à portée d'un réseau. Il n'était nul besoin d'insister. Henri décida de les aider à prendre leurs affaires et à porter Fabien dans la voiture. Ce dernier était dans un état pire encore que Henri. Il restait inconscient et était brûlant de fièvre. Cela prit donc un certain temps de le placer dans la voiture. Bien que conscient, Henri se sentait incapable de prendre le volant et prit place aux côtés de Fabien. Attachant sa ceinture, Nadia était fin prête à ce que Gaëtan démarre. Le moteur vrombissant, ils prirent la petite route en terre qui passait dans la forêt, laissant derrière eux la vieille maison et abandonnant les voitures vides de leurs amis disparus. La nuit tombait et la forêt se faisait de plus en plus sombre. Des nuages recouvraient le ciel, crachant une fine pluie. La route qui traversait la forêt était petite, sinueuse et désormais recouverte de grandes flaques de boue. Bien que les phares éclairassent la route, la visibilité ne cessait de se réduire. Un vent d'abord faible se leva, et au bout de quelques instants, ses mugissements couvraient déjà le bruit du moteur. Les branches craquaient et tombaient sur le passage de la voiture. La pluie tomba plus de rues encore. La forêt entière s'agitait et tous les éléments provoquaient un vacarme assourdissant. La peur monta dans la petite voiture. Elle s'empara de chaque passager. Le cauchemar ne finira-t-il donc jamais ? Soudain, les phares se mirent à faiblir, puis à clignoter. Dans un éclair de lumière, une silhouette se dessina devant la voiture. Pris par surprise, Gaëtan fit un grand coup de volant pour l'éviter. La voiture se précipita dans un fossé au bord de la route et finit sa course contre un arbre. Durant plusieurs minutes, personne n'osa bouger de la voiture. C'est Gaëtan qui le premier reprit ses esprits. Il essaya de faire une marche arrière, mais la voiture était embourbée. Forcer ne servait à rien. Il décida donc de sortir avec une lampe de poche pour constater les dégâts. Henri sortit peu après lui, et tous deux firent le tour de la voiture. L'avant était replié contre un arbre, et les roues arrière étaient complètement enfoncées dans la boue. Ils ne voyaient pas comment se sortir de cette situation. La nuit était tombée depuis un certain temps déjà, et la pluie se faisait de plus en plus forte. Autour de Henri et Gaëtan, le vent gémissait et faisait craquer les branches des arbres. Les bruissements derrière eux les firent trembler. Autour de la voiture, les buissons et les arbres s'agitaient. Les deux amis scrutèrent les environs, redoutant plus que jamais que le cauchemar de la nuit dernière recommence. Soudain, la voiture s'ébranla. Une fois, puis deux. À l'intérieur, Nadia poussa un cri qui couvrit le son des éléments déchaînés. Sans hésiter une seule seconde, Gaëtan se précipita vers l'avant. Mais il fut stoppé net dans son élan. La portière arrière s'était ouverte si fort qu'il fut projeté 2 mètres plus loin. Henri, encore souffrant, tremblait cette fois-ci de peur. La voiture fut prise d'une nouvelle secousse. Il fit un bond en arrière. Pris d'une panique incontrôlée, Henri recula encore et encore. Il se retourna et commença à courir. En traversant les fourrés, il jeta un dernier coup d'œil derrière lui et vit Gaëtan, bien réveillé cette fois, qui se débattait et hurlait. La terreur s'empara de Henri, qui continua sa course effrénée. Les cris résonnaient dans toute la forêt. Faisant fi des branches qui lui fouettaient le visage, Henri fuyait ce mal inconnu. Son souffle était court, ses jambes cédaient sous l'effort, et bientôt il chancelait, tombait, se relevait, retombait et se traînait au sol. Sa tête était lourde,
et les cris résonnaient encore dans son crâne, quand devant ses yeux, un voile de ténèbres se forma. La nuit sombre emporta les cris, ne laissant que le silence.